débat de l'été, 10h-13h, Anthony Martin Smith. Et ça y est, c'est vendredi. Certains diraient le vendredi c'est spaghetti. En tout cas, pour l'instant, c'est avec nous que vous allez passer ce 10h-13h. En tout cas, je l'espère. Au 0826 300 300. Je vous ai dit, ça va être détente aujourd'hui. Mais on va tâcher quand même d'aller jusqu'au bout avec tous les sujets qu'on va vous proposer dans un instant. L'équipe qui m'accompagne, je vous la présente. Vous la connaissez, mais c'est toujours bien de vous en rappeler. Antoine Dizy, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Comment ça va ? Très bien, et vous ? Écoutez, un peu fatigué, je vous le cache pas, mais en pleine forme. Dans quelques dizaines de minutes, nos débatteurs en plateau. Avec vous pour débattre autour de la table aujourd'hui, deux avocats pénalistes, Georges, parastatiste, et Mathieu Juglar. Il y aura également Magali Vicente, communicante politique, et bien sûr vous au 0826 300 300. Et nous parlerons du Cécifoot avec la France qui est en demi-finale contre l'Italie. De Coupe d'Europe, oui. De Coupe d'Europe, exactement. Vous faites-vous à l'arrivée du sport féminin et paralympique sur vos écrans? Est-ce le nouvel Eldorado des marques et des médias? Ensuite, nous parlerons du gouvernement qui renonce au doublement du plafond de la franchise médicale, mais pas à son augmentation. Face à la baisse croissante des prises en charge, devrait-on pouvoir choisir de cotiser ou non à la sécurité sociale? Et enfin, le refus d'obtempérer au Mureau dans les Yvelines. Après un rodéo urbain, un policier blessé et hospitalisé, faut-il autoriser des méthodes plus coercitives d'interpellation? Vaste question, vaste sujet. Vous allez pouvoir naturellement réagir sur les réseaux sociaux avec Alexandre Saint-Étienne qui vous attend. Bonjour Anthony. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Alors, la question que vous nous posez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et particulièrement le sondage YouTube. Alors, on vous attend notamment sur le gouvernement renonce au doublement du plafond de la franchise médicale, mais pas à son augmentation. Face à la baisse croissante des prises en charge, devrait-on pouvoir choisir de cotiser ou non à la sécurité sociale? Eh bien, vous nous direz quelles sont les réactions sur les réseaux sociaux à partir de 11h. Et puis, il me reste à saluer Marie à la réalisation, Zach au standard. Bonjour Zach. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Au 0826 300 300, vous attendez les appels et les réactions de nos auditrices, auditeurs de Sud Radio. Louis Randazzo, comme d'habitude, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Et puis Albin Texera. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Vous êtes content, vous, je le sens, parce qu'on va parler dans un instant de football. De football et aussi de royauté. Moi, un grand fan de royauté. À 10h, nous allons évoquer ce retour du prince Harry et de Meghan Markle au Royaume-Uni. On sera avec Bertrand Decker, journaliste spécialiste de la famille royale. Et puis à 10h15, nous allons évoquer, comme vous l'avez dit, le retour de la Ligue 1. Dans quel contexte ? Dans un contexte de santé financière très fragile pour tout le football français. Et on sera avec Maxime Lurca, économiste du sport. Mathieu, j'ai dit Maxime ? Vous avez dit Maxime. Mais c'est normal, parce qu'au départ, c'était écrit Maxime. Ah, autant pour moi. Mais je l'ai dit, c'est vendredi, Mathieu ça part Lurca. à volo. Allez, les débats de l'été, c'est parti. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin Smith. Et oui, le prince Harry et Meghan qui rentrent à la maison. C'est magnifique, hein. Je sais pas, mais en tout cas, voilà. ils ne se sont pas faits à leur vie californienne, visiblement. Donc, coup de tonnerre dans le petit monde de la royauté, selon plusieurs médias britanniques, dont le Télégraphe, le Times et le Guardian. Le prince Harry et Meghan Markle s'apprêtent à revenir vivre au Royaume-Uni dès la fin du mois d'août avec leurs deux enfants, 6 ans après leur départ fracassant pour la Californie. Qu'est-ce que cela veut dire et comment on réagit du côté du Royaume-Uni? Pour en parler, nous sommes avec Bertrand Decker, journaliste spécialiste de la famille royale. Bonjour Bertrand Decker. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Bonjour à vous. Alors, cette information qui est tombée dans la nuit de mercredi à jeudi était quand même une grosse bombe du côté du Royaume-Uni. Vous l'avez accueilli comment, cette nouvelle ? Alors, très honnêtement, avec surprise, parce que c'est vrai qu'il y a un moment déjà, depuis qu'ils sont partis, on dit ils vont revenir, parce qu'il c'est quand même de constater qu'ils ont multiplié les projets et qu'on s'aperçoit quand même que c'est pas une totale réussite sur tous les plans. Pour vous donner un exemple, par exemple, le contrat qu'ils avaient avec Spotify n'a absolument pas atteint les sommes qui normalement étaient attendues, c'est-à-dire les montants qui étaient attendus, et le contrat avec Netflix n'a pas été renouvelé, par exemple. Donc là, on se dit quand même qu'en effet, il y a des objectifs financiers qui posent un peu problème. Donc on s'attendait, on se disait, ils vont revenir. Et puis, lorsque la nouvelle tombe, je vous avoue qu'on est un peu surpris parce
parce que des projets, ils continuent à en avoir. Ils ont notamment racheté des droits pour adapter un film au cinéma. Donc ils sont ambitieux, ils sont ultra indépendants. Ils n'affichent pas, en tout cas, un profil, si je peux dire comme ça, de non réussite. En tout cas, ils continuent à afficher une image de gens, d'Américains qui aiment entreprendre. Donc c'est vrai que c'est un peu surprenant. Maintenant, ce qu'on peut dire encore à l'heure actuelle, c'est que tout le monde annonce déjà ça comme une certitude. On rappelle quand même, ça c'est mon petit côté chroniqueur royauté, que à l'heure actuelle, il n'y a pas de communiqué officiel, ni de la part de Buckingham Palace, en tout cas, ni de la part des Sussex. On se base uniquement pour l'instant sur des rumeurs et sur le fait qu'apparemment il y aurait déjà une inscription des deux enfants dans une école anglaise en périphérie de Londres. Mais pour l'instant, rien n'est encore officialisé. Je vous dis ça parce qu'avec Harry et Meghan, on est habitué aux surprises. Alors, ils garderaient leur propriété de Montecito en Californie. Ils ne reviendraient pas dans la famille, en tout cas au sens du titre. Ils ne récupéreraient pas, ils resteraient totalement inactifs. Cependant, ça ferait quand même le bonheur du roi Charles III. Donc oui, on peut le comprendre parce que le roi Charles III, bon maintenant il a 77 ans, il est malade, le roi, on le sait, il a un cancer, alors même si le traitement a été un tout petit peu allégé, il reste quand même malade. Et on rappelle que lorsqu'ils se sont vus la dernière fois, c'était le 10 juillet dernier, à Highgrove à Londres, et c'est la première fois qu'il voyait sa petite fille Lilibet, il ne l'avait jamais vue en fait. La dernière fois qu'ils avaient croisé des enfants, c'était en 2022, lorsqu'ils étaient à Londres. Donc en effet, et on sait que le roi était particulièrement enthousiaste suite à ce rendez-vous. On dit même dans son entourage que ça a un peu reboosté le roi, que ça lui a donné un peu d'énergie. Donc de ce point de vue-là, en effet, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, lorsque vous prenez le temps d'interroger un peu les Anglais, ils ne voient pas très bien ça d'un très bon œil en disant les Certains Anglais qualifient même que c'est de l'hypocrisie. Absolument, ils ont voulu partir, qu'ils partent, qu'ils restent là où ils sont. C'est vraiment ce que les Anglais disent. On rappelle quand même le passif qu'il y a avec la famille royale. C'est énorme, c'est du jamais vu. On a atteint l'autre précédente grande crise qui était de 1936, qui était l'abdication d'Édouard VIII. On a été vraiment à ce stade-là en matière de comparaison. Ils sont partis sans prévenir la reine. On rappelle quand même que la reine a été prévenue par son secrétaire privé, évidemment, mais qu'il l'a appris par un tweet. Souvenez-vous de cette interview à Oprah Winfrey, des millions de téléspectateurs auxquels Meghan dit les Windsor sont racistes. Ça a été un gros tournant, cette interview. Absolument, on m'a demandé de quelle couleur serait la peau de mon bébé. Elle dit ça sans évidemment citer personne, comme ça l'opprobre a plané sur l'ensemble de la famille royale. Ensuite, il y a eu ce documentaire, ces épisodes vendus à Netflix, pour lesquels ils ont touché 100 millions de dollars, dans lequel on voit Harry pleurer, on voit Meghan pleurer, en effet. Et puis, il y a eu le livre qui caractérise l'ensemble de la famille royale, de Kate à Camilla, en passant par Charles, évidemment, et surtout par William. On rappelle la grande scène où il dit « Mon frère est violent, il m'a frappé, j'ai terminé la tête dans la gamelle du chat tellement il est violent ». Oui, donc il y a un passif quand même qui va être difficile quand même à tenter de résorber, si je peux dire, à tenter de réparer, pardon. Est-ce qu'on n'en fait pas peut-être un peu trop ? On se dit que finalement ils vont revenir un an, puisque c'est un cours, pour le moment c'est qu'un petit test, donc minimum un an, puisque les enfants sont inscrits à l'école. On se dit qu'ils vont rester un an, voire 2 ans, peut-être c'est un test. Est-ce qu'on n'en fait pas peut-être un peu trop si avec ceux-là, Harry et Meghan, je veux dire, d'où vient toute cette passion autour de ce couple royal ? Je veux dire, on sait qu'ils vont jamais être rois, reines. Pourquoi toute cette passion autour d'eux ? Alors ça s'appelle la galaxie Windsor. Alors vous me demandez pourquoi je tente, j'y consacre une carrière entière et je tente de répondre à cette question. Pour vous donner un exemple, en effet, le départ d'Harry et Meghan a suscité 2 milliards d'articles à travers le monde. Ah oui. 2 milliards d'articles de presse. Considérable. C'est absolument considérable. La mort d'Elisabeth II, 4 milliards de téléspectateurs à un moment donné regardent des images de la cérémonie. On a à un moment donné que les images ne nous parviennent plus et que le flux soit trop important en fait. Donc il y a une tension qui est complètement incroyable, il y a un intérêt médiatique et mondial et planétaire qui est incroyable. Voilà, parce que c'est une saga qui nous est racontée, parce que c'est une histoire, parce qu'on s'identifie, parce que c'est une famille, parce qu'il y a parce que c'est peut-être aussi l'une des seules monarchies encore existantes au monde et qui inspire ce style très anglais, ce flegme à l'anglaise, voire même ce côté un peu fashion. Vous pensez pas que ça peut être cela aussi ? Si,
absolument, il y a un mélange de tout. Il y a que, alors, parce que ce que je vous raconte là, il pourrait y avoir un intérêt pour toutes les familles royales. Absolument pas. Il n'y a que les Windsor qui réussissent à attirer cet intérêt-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils se marient, il y a des carrosses. Les carrosses, ils sont presque en or. Il y a des chevaux. Les chevaux, ils sont blancs. On fait ça à Westminster Abbey. Il y a des millions, des milliards de téléspectateurs. Donc voilà. Donc c'est un folklore qu'on entretient finalement. Un folklore, absolument. Et pourquoi alors Harry et Meghan particulièrement? Parce qu'Harry et Meghan, ils nous ont ouvert la porte de ce que l'on ne voyait pas. Ils nous ont emmenés côté coulisses. Et puis surtout, ils nous ont raconté une autre version de l'histoire. Ils nous ont dit, regardez, tout n'est pas tout le temps brillant. Lorsque les grilles se sont refermées, lorsque les rideaux sont tirés. Voilà. Donc les gens finalement s'identifient à Harry et Meghan. Absolument, les gens s'identifient beaucoup plus en fait à Harry et Meghan qu'à William et Kate. Il faut être honnête, qui sont un peu figés, qui sont déjà un peu trop dans le rôle. Mais c'est ce que l'on attend d'eux. En fait, le job de William et de Kate, c'est de faire persister cette entreprise Windsor. Parce que c'est ça, dans le fond, c'est une entreprise. Là. Nous, on voit ça comme un conte de fées. Absolument, pour eux, c'est une entreprise. Ils n'ont plus aucun rôle politique. Justement, vous parlez d'une entreprise, et c'est bien là d'ailleurs la problématique pour le prince Harry et Meghan, c'est que ils ne bénéficient pas de protection policière, et donc c'est à leur charge et à leurs frais que détient en tout cas la clé de leur protection en Angleterre. Oui, alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est le RAVEC, en effet, qui est l'institution en Angleterre qui va un petit peu décider de qui peut bénéficier d'une protection policière lorsque vous êtes sur le territoire, en effet, que ce soit d'ailleurs des membres de la famille royale ou peut-être des célébrités ou des hommes politiques. Et en effet, ils ont décrété que le prince Harry n'avait plus, en quelque sorte, à bénéficier de cette protection, puisque le prédicat, c'est comme ça qu'on l'appelle, le prédicat d'Altesse royale et Royal Highness, lui a été retiré. Il a gardé son titre de duc de Sussex, mais un peu par courtoisie en quelque sorte. Ce qui veut dire que comme le prédicat a été retiré, il n'est plus vraiment Altesse royale, il n'est plus considéré comme faisant partie de la firme et travaillant pour l'État. Donc à juste titre, comme il n'est plus considéré employé de l'État en quelque sorte, il ne bénéficie plus de cet avantage, si vous voulez. Voilà, c'est une façon un peu vulgarisée de raconter la chose, mais c'est un peu ça. Alors il y a maintenant des exceptions qui sont données. Ils disent qu'ils vont étudier au cas par cas lorsqu'il est sur le territoire, et que si vraiment il est amené à remplir une mission pour le palais, alors là, à ce moment-là, il pourra bénéficier de la chose. Je pense notamment, vous savez, il a gardé sa casquette de président des Invictus Games qu'il a créé, c'était ça sous Elisabeth II, et lorsqu'il est en déplacement dans le cadre de ces Invictus Games, comme s'il représente un peu le palais, là, à ces occasions-là, il bénéficie d'une sécurité policière. Mais c'est compliqué en effet, parce que cette sécurité policière, elle lui coûte énormément d'argent. On ne parle pas de 2-3 petits gardes du corps. Merci beaucoup Bertrand Decker. Je rappelle, vous êtes journaliste spécialisé de la famille royale. Albin Texera, dans un instant, on va parler football. L'Angleterre est un grand pays de football, mais la France aussi. La France aussi, et le championnat reprend. Le championnat de Ligue 1 reprend ce soir avec Marseille-Strasbourg à 20h45. Mais surtout, il y a toute une histoire d'argent depuis des dizaines d'années. La Ligue 1 connaît un contexte financier très tendu, et cela se répercute sur les divisions inférieures, sur tout le monde du football français. Et du coup, qu'est-ce que cela va admettre dans les années à venir pour tous les clubs amateurs? Nous allons en parler avec Mathieu Lurca, économiste du sport, dans un instant sur Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio avec cette musique de Shakira qui a rythmé notre été, avec ce mondial diffusé sur M6 qui a largement réuni les Français. Cette équipe de France qui va en demi-finale. Albin Texera et Louis Randazzo qui nous a rejoint sur ce plateau pour parler de la Ligue 1. Louis Randazzo. Absolument, Anthony, c'est le grand retour de la Ligue 1 ce soir avec, pour commencer cette nouvelle saison, une affiche entre l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Strasbourg. C'est ce soir à 20h45 et c'est une affiche très indécise entre l'Olympique de Marseille en crise dans un état financier très compliqué, qui n'a pas pu recruter cet été et qui a vu partir de nombreux cadres, et Strasbourg, eux aussi, qui ont été pillés de nombreux joueurs, notamment Diego Moreira, parti à l'AC Milan. Il y a d'autres affiches pour cette première journée, notamment en clôture, le plus gros match de cette première journée, avec le Paris Saint-Germain qui se déplace à Rennes. Je peux citer Nice-Lorient ou encore Toulouse qui reçoit Lyon.
Et c'est la première fois depuis la saison 2020-2021, c'est la grande nouvelle de cette saison, que 100% des matchs, l'intégralité des matchs de la Ligue 1 seront à retrouver sur la même chaîne, chez le même diffuseur. Ça sera sur Ligue 1+, le diffuseur de la Ligue de football professionnel. Une bonne nouvelle pour les consommateurs, Anthony. Effectivement, c'est une bonne nouvelle. Je fais juste une petite parenthèse parce que vous m'écrivez aussi sur X. On a Bernard qui nous dit au sujet du retour de Harry et Meghan en Angleterre, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Voilà. Donc si vous voulez réagir, vous réagissez bien évidemment. Vous pouvez nous écrire et puis nous appeler au 0826 300 300. Albin Texera, notre invité justement pour parler de cette Ligue 1 et bien de ses conséquences positives, négatives sur le sport professionnel et amateur. De foot, amateur de foot forcément. Mathieu Liorca, économiste du sport. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu Liorca. Alors, on en a parlé à l'instant de cet abonnement à Ligue 1+. Tous les consommateurs peuvent regarder les matchs chez le même diffuseur. C'est une première depuis plus de 15 ans. À un tarif 19,99 €. Il n'y a pas de droit acquis pour les clubs de foot. Cela va dépendre en fait du nombre d'abonnés à Ligue 1+, et cela a forcément une répercussion pour les clubs. On peut le dire, la Ligue 1 souffre économiquement actuellement. Voilà, tout à fait. On a un contexte financier qui est compliqué, tendu, un petit peu comme chaque reprise du championnat. Vous l'évoquiez ce soir, c'est Marseille-Strasbourg, et c'est également deux clubs après Lyon qui ont des gros déficits financiers. Donc c'est également une ligue qui est dans le rouge financièrement. Même si la bonne nouvelle, c'est enfin on a un diffuseur unique. Ce qu'on avait, c'était compliqué ces dernières saisons, depuis Mediapro. Une augmentation aussi à prévoir, 14,99 € l'abonnement l'année dernière, une augmentation de 5 € cette année, 19,99 € pour avoir l'intégralité des matchs, et également la Ligue 3 qui a retrouvé sur Ligue 1+, et ça nous fait la passerelle vers le sujet, puisque le contexte économique de la Ligue 1 se répercute aussi sur toutes les autres ligues, la Ligue 2, la Ligue 3 et même le football amateur qui souffre en France. Effectivement, on n'a pas du tout de théorie du ruissellement, malgré les résultats du PSG ou l'équipe de France. C'est l'arbre qui cache la forêt. Et puis on a un véritable système pyramidal où ces déficits financiers finalement se répercutent indirectement également sur toutes les ligues inférieures, que ce soit la Ligue 2, la Ligue 3 et également les autres divisions inférieures. On regarde les décisions de la DNCG, on a énormément d'encadrement de masse salariale, de rétrogradation, le cas des Girondins de Bordeaux et évoquant chaque année. Direction nationale de contrôle de gestion. C'est le gendarme financier qui regarde tous les comptes chaque année des clubs jusqu'au football amateur. Et vous l'avez dit, Bordeaux en est l'exemple même, qui malheureusement continue sa chute. Et c'est finalement, est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de clubs historiques comme Bordeaux qui dans les années à venir se retrouvent dans le rouge et peuvent potentiellement disparaître ? On a tout un modèle économique à revoir. Finalement, le cœur de métier du football français, c'est la formation. Et en plus, on ne peut plus se permettre des dépenses extravagantes ou des investisseurs qui prennent des décisions qui ne sont pas du tout cohérentes avec le mode de fonctionnement du foot français. Il y a notamment le Comité national olympique et sportif français vendredi dernier qui a confirmé par exemple la descente en 6e division du club FC Bobigny 93. Ça fait partie aussi des sanctions que subissent les clubs lorsqu'ils n'ont pas des budgets équilibrés. Voilà, c'est véritablement le rôle de la DNCG qui existe depuis 1989 et qui chaque été finalement redistribue les cartes pour éviter un dopage financier où des clubs qui ont une mauvaise gestion obtiennent des résultats sportifs au détriment de clubs plus sains financièrement. C'est important de poser aussi la question pour nos éditeurs qui comprennent peut-être pas très bien là en voiture pourquoi la Ligue 1 qui est en difficulté financière, il y a une répercussion sur nos clubs amateurs. C'est important de préciser qu'il y a cette taxe Buffet qui en fait permet de redonner tout ce qui est droit TV, 5% je crois des droits télé du football professionnel au football amateur. Donc même à votre petit club de quartier qui touche un peu d'argent, c'est bien ça ? Exactement. Alors les droits télé ont chuté quasiment de 80%. Aujourd'hui, on est à 200 millions d'euros à se partager
principalement entre clubs de Ligue 1, donc c'est la part du gâteau qui se réduit et on a beaucoup moins de recettes. On n'a pas de ruissellement qui arrive sur les clubs de division inférieure. Notamment 78 millions qui étaient attendus par par Being Sport, mais qui ne se rentreront pas dans les recettes de cette année. Nicolas de Tavernos, quand il gérait le programme Ligue 1+, pour la Ligue de football professionnel, espérait en tout cas que nous atteignions les 1,3 million d'abonnés à partir de la saison prochaine. Voilà, en fait, on est plutôt à 1,1, 1,2, on espère 2 millions. Mais le problème du football et finalement du sport français, c'est qu'on a une offre qui est fragmentée. On a énormément d'heures de match tous les week-ends, sans compter les autres sports comme le rugby et d'autres. Et donc, le spectateur est un petit peu saturé, que ce soit en abonnement ou en termes d'heures de sport à suivre. Et aussi, c'est important de préciser, vous nous parlez de tout le sport français. Nous sommes aussi sur Sud Radio, la radio du rugby. Et on voit aussi que de plus en plus de clubs de rugby sont touchés, même des clubs, par exemple, de hockey. Je pense à un club de hockey. Est-ce que finalement, c'est tout le sport français qui est en danger économiquement actuellement ? Alors le sport français, si on enlève le cas du foot, vivait jusqu'aux années 80 avec les subventions. Et aujourd'hui, les collectivités locales réduisent le financement pour le sport professionnel ou le club qui est présent de la ville. Automatiquement, ça fait une perte de budget qu'il faut compenser. Sinon, on se retrouve avec des déficits financiers et des difficultés financières derrière. Et le gouvernement se saisit de ce sujet ou pas du tout ? Ce n'est pas au rôle du gouvernement ni aux municipalités finalement de soutenir le sport, la vitrine un petit peu de la ville. Par contre, on va s'occuper du sport amateur, des jeunes, ça fait partie de l'éducation, mais le sport de la vitrine finalement, c'est encore du ressort du président du club. Donc il y a de mauvaises décisions, de mauvaise gouvernance qui peuvent amener à ces catastrophes financières. Et puis si on se met 2 secondes du point de vue du fan de football, avec 20 € par mois si on se mensualise, ou 199 € par an, avec cette augmentation, c'est encore un coup dur porté aux fans de football, même si les clubs, eux, de leur côté, ont des pertes financières substantielles. Effectivement, on a une crise du pouvoir d'achat. Il y a des choix à faire. Est-ce que je vais privilégier la Première Ligue, la Ligue des Champions, ou est-ce que je vais plutôt préférer aller au stade ? Une bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a un taux de remplissage pour la Ligue 1 qui est de plus de 90%. Donc c'est peut-être ce choix qui est fait par le. Mais on voit par exemple qu'il y a des parieurs comme BetClick, pour pas le citer, qui a décidé de sponsoriser la Ligue 3. C'est aussi stratégique d'aller sur les ligues alternatives, la Ligue 2, la Ligue 3, justement parce que la Ligue 1 commence à coûter trop cher pour les fans. Oui, tout à fait. Ça, en termes de sponsoring, c'est peut-être beaucoup moins cher d'aller en Ligue 3 qu'en Ligue 1. Et c'est de la même façon pour les investisseurs. On a beaucoup de fonds d'investissement américains, 7 propriétaires américains sur la Ligue 1 qui achètent les clubs aujourd'hui et qui prennent ce type de risque financier. Et puis le risque évidemment de soutenir les plateformes d'IPTV, la télévision sur Internet, les sites pirates, bien évidemment. Merci Mathieu Lorca. Je le rappelle, vous êtes économiste du sport. Albin Texera, merci beaucoup. Merci Anthony. Ce soir on regarde la Ligue 1 quand même. Bien sûr qu'on va regarder. Bien sûr. Vous êtes pour qui vous ? Ce soir j'ai mis un petit match nul sur mon petit prono. Vous savez, cette application, on peut parier sans argent bien sûr. Sans argent, ouais. Sur entre amis, et j'ai mis un partout. Voilà, je vous donne toutes mes infos. Moi j'ai mis 0. Et voilà. Ouais. Et écoutez, je vous dis à lundi. Bon week-end à vous, Albin Texera. On va continuer de parler de football, mesdames et messieurs. Un football auquel vous n'êtes pas forcément habitué. Vous en avez forcément entendu parler, vous l'avez vu pendant les Jeux paralympiques de Paris 2024. Je parle de Cécifoot, le football pour les non-voyants. Ce soir, ils sont en Coupe d'Europe face à l'Italie en demi-finale. Est-ce que le sport féminin, le sport paralympique qui débarque sur vos écrans, ça vous fait plaisir, ça vous choque ou du côté des marques, des médias, est-ce un nouvel Eldorado ? On en parle dans un instant avec nos débatteurs qui arrivent en plateau sur Sud Radio. Et puis vous nous appelez au 0826 300 300 pour bien réagir. Comme d'ailleurs sur X, là on a Jean qui nous dit que lui, la Ligue 1, il a lâché l'affaire parce que ça coûte trop cher. Voilà. À tout de suite sur Sud Radio.